Messieurs, bonsoir. Pensez-vous que l'accord du 31 décembre 2016 peut tomber caduc? En tout cas, il y a le club de patriotes congolais qui répond par l'affirmative. Ce club de patriotes congolais estime qu'il faut passer à autre chose. Pour en parler, je reçois pour vous Monsieur Xavier Patrick Malutama. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Xavier, vous êtes chargé de la stratégie au club des patriotes congolais. Tout à fait. Alors, vous avez adressé un mémo au Premier ministre Sami Badibanga contre l'accord du 31 décembre et vous auriez souhaité qu'on organise une session extraordinaire pour évaluer la mise en œuvre de l'accord du 18 octobre. Tout à fait. Je vais simplement rectifier ici que notre mémo ne consiste pas à être contre l'accord interdiocésain. Mais tout simplement, il consiste à vouloir ramener sur la table ce que nous avons, ce que la République a de concret entre les mains. L'accord interdiocésain est à un niveau que les évêques eux-mêmes appellent des arrangements particuliers. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, le mission face à l'élite vous reçoit comme une élite parce que nous donnons la parole aux élites de la RDC pour réfléchir et proposer des solutions aux problèmes du pays. Alors, j'ai entre mes mains ce mémorandum que vous avez adressé au Premier ministre. C'est même l'accusé de réception. Justement, j'ai lu « Objet, exigence de la tenue d'une session extraordinaire d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord politique du 18 octobre 2016 de la Cité de l'Union africaine ». Quelle peut être la grande motivation de ces mémos? Mais la grande motivation, c'est tout simplement d'arriver très vite à ce qui est l'objectif essentiel de tous, de toute la classe politique, c'est-à-dire l'organisation des élections dans un bref délai. Que ce soit au niveau de la Cité de l'OUA, que ce soit au niveau de l'interdiocésain, l'objectif était un et un seul, c'était l'organisation à très bref délai, à très court délai des élections générales. Donc, nous constatons maintenant qu'avec le contexte actuel politique, qu'avec la nature qui fait son œuvre, nous ne pouvons que constater, bon, d'abord, ici, il faut souligner une chose, c'est que le leader de l'opposition, le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, a disparu. Donc, d'abord, nous nous inclinons devant sa mémoire, nous présentons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances, mais nous disons aussi qu'entre-temps, la République doit avancer. Et elle avance, parce que le temps passe et ne revient pas. Donc, à ce stade, nous constatons maintenant que ce fait-là, ce fait majeur, qui est aussi un fait politique... Son décès. Le décès, effectivement, le décès du leader de l'opposition est un fait politique, a des conséquences, lesquelles nous allons assister maintenant, et nous y assistons déjà, à une guerre de succession, de leadership, au sein non seulement de sa famille politique, mais également de la plateforme politique à la tête de laquelle il se trouvait. Je parle ici du rassemblement. Alors, tout ça, ça va, comment dire, nous faire perdre du temps. C'est-à-dire que, depuis que l'accord de la Cité de l'OUA a été signé, ça fait plus ou moins 4 à 5 mois. Et depuis tout ce temps-là, nous avons perdu du temps parce que les deux accords, que ce soit celui de la Cité de l'OUA ou bien celui de l'interdiocésain, les deux accords avaient pour objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, l'organisation des élections à très court délai, l'un planché sur 16 mois, l'autre sur 12 mois. Celui de l'interdiocésain d'ailleurs planché sur 12 mois, mais sur les 12 mois, voilà que nous avons déjà perdu 5 mois. Voilà pourquoi nous disons, nous devons maintenant, entre ce que nous souhaitons avoir, c'est-à-dire les résolutions de l'accord interdiocésain, et ce que nous avons entre les mains, c'est-à-dire l'accord de la Cité de l'OUA, nous devons faire avec ce que nous avons. Alors, ce que nous avons aujourd'hui, ce que la République a, c'est un gouvernement issu de l'accord de la Cité de l'OUA, avec à sa tête un Premier ministre issu de l'opposition, comme le demandait l'accord de la Cité de l'OUA. Monsieur Xavier, vous venez de dire que l'objectif de deux accords, c'est l'organisation des élections. Si c'est ça l'objectif, à très court délai. Je voudrais alors savoir, que vous puissiez expliquer à notre public
Pourquoi est-on arrivé à aller vers la Cinco? Parce qu'on avait déjà un accord qui préconisait la tenue des élections dans un bref délai. Tout à fait. Nous avions abouti à un accord politique au niveau de la cité de l'OUA, mais nous avions constaté l'absence d'un leader politique de l'opposition. Et le chef de l'État avait lui-même... Son absence n'empêchait pas le pays à aller vers les élections. Mais non, puisque nous avions déjà un gouvernement issu de l'accord de la cité de l'OUA. Et en fait, la mise en place de ce gouvernement voulait tout simplement dire la mise en œuvre de cet accord. N'est-ce pas? Et donc, nous avions déjà commencé la mise en œuvre de cet accord, mais au nom de l'article 24 de cet accord, le chef de l'État avait souhaité qu'il y ait un élargissement du consensus autour de cet accord. Voilà pourquoi... Mais l'élargissement du consensus, pour quel objectif? Parce que l'objectif dont vous avez parlé, la tenue des élections, figurait déjà dans l'accord signé à la Cité de l'Union africaine. Tout à fait. Donc ici, il ne s'agissait pas de régler un problème qui n'était pas réglé par l'accord de la Cité de l'OUA, mais tout simplement d'élargir le consensus. Mais le consensus, avec quel J'aimerais objectif? terminer. Le consensus devrait avoir un objectif. Oui, j'aimerais terminer. D'élargir le consensus autour de l'accord de la Cité de l'OEA. Dans quel objectif? Dans l'objectif d'avoir des élections apaisées. 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 Des élections apaisées. Alors, si vous estimez que c'est ça l'objectif, lorsque vous estimez qu'aujourd'hui, il faut peut-être oublier l'accord du 31 décembre et s'épancher vers celui du 18 octobre, vous voulez avoir des élections encore apaisées? Mais tout à fait. Voilà, nous disons ceci. Aujourd'hui, l'accord interdiocésain est périmé. Il est caduc, il est obsolète. Quagique, terminé. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, la disparition inopinée de ce grand leader politique de l'opposition qui était Étienne Tshisekedi va avoir des conséquences. Ça ne peut pas être sans conséquences. Nous devons regarder la réalité en face. Il va avoir une guerre de succession, une guerre de leadership, une guerre de positionnement. Des successions où? Une guerre de positionnement dans sa famille politique. Vous n'êtes pas du Rassemblement, vous n'êtes pas de l'UDPS. Pas du tout, mais j'ai la capacité de faire une analyse politique objective. Et je ne suis pas prophète, mais je vous le dis, il va y avoir, et c'est déjà en cours d'ailleurs, des guerres de positionnement, de succession et de leadership au sein non seulement de sa famille politique qui est l'UDPS, mais également de la plateforme à laquelle... Sur le plan officiel, il n'y en a pas. Sur le plan officiel, il n'y en a pas. Alors dans ce cas, pourquoi nous tardons encore à aboutir à des avancées au niveau de l'interdiocésain? Parce qu'en fait ici, qu'est-ce qui se passe? Notre propos vise simplement à faire gagner du temps. Pourquoi nous voulons gagner du temps? Parce que les deux dialogues avaient un timing. Disons plutôt, le dialogue de l'OUA avait un timing et les discussions directes qui venaient compléter ou si vous voulez réajuster le dialogue de l'OUA avaient également un timing. Mais nous constatons maintenant qu'avec tous ces événements malheureux pour certains, enfin avec ces événements malheureux, nous constatons que les discussions de l'interdiocésain piétinent. Et nous anticipons, nous sommes dans une position prospective. C'est-à-dire nous nous projetons vers l'avenir, nous nous projetons vers l'avant et nous comprenons déjà que le fait que ça piétine maintenant et que ça va perdurer, nous allons encore perdre du temps. Or, le temps n'est pas l'allié de la République. Alors, il semble que vous réduisez l'accord du 31 décembre à la seule personnalité de Tshisekedi. Non, pas du tout. Mais nous mesurons l'impact de sa disparition sur l'environnement politique. C'est ça que nous faisons. On ne minimise personne. Mais en même temps, je ne pense pas qu'il serait un mensonge que de dire que tous les acteurs politiques n'ont pas le même poids. Alors, puisqu'il a un grand poids, il part avec les consensus. Disons qu'il est parti avec la capacité de réunir les autres membres et de sa famille politique et de sa plateforme politique. Il semble que c'est vous qui prophétisez les malheurs au sein du Rassemblement, au sein de l'UDPS, pour que ça bouillonne, ça vous donne peut-être raison. Pas du tout. D'oublier l'accord du 31. Ici, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de prophétie. Il s'agit tout simplement de constater les faits. Je pense que vous avez entendu Katoto KTB dans les médias, qui a déclaré qu'il ne serait pas contre le fait d'être Premier ministre, ou bien d'être le président du CNSA.
Vous avez dû entendre la riposte immédiate de Pierre Lumbi à ses propos tenus par Katoto KTB pour lui rappeler que dans l'ordre de préséance, c'est lui qui venait avant et ainsi de suite. Donc nous assistons déjà en fait à ce dont je suis en train de parler, à cette guerre de positionnement, à cette guerre de leadership au sein de la famille politique et de la plateforme. Et vous estimez que ça empêche la poursuite des arrangements particuliers? Nous estimons qu'il va y avoir blocage. Et c'est inévitable. Alors, revenons à votre mémo que vous avez adressé au Premier ministre. Vous demandez une session extraordinaire d'évaluation de l'accord du 18 octobre. Évaluation. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Évaluer quoi concrètement? La mise en œuvre de l'accord? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui nous reste? Expliquez-nous un peu. Mais tout à fait. L'accord de la Cité de l'OUA a déjà connu un début de mise en œuvre. Et ce début de mise en œuvre qui a donné l'avènement d'un gouvernement. À la tête de ce gouvernement, vous avez un Premier ministre issu de l'opposition, tel que le voulait l'accord de l'OUA. Alors, nous demandons aujourd'hui, à mi-chemin, parce que le temps est passé depuis le 18 octobre, et nous avançons inexorablement vers la date fatidique, vers la date de la tenue des élections circonscrites en fait dans cet accord. Ce faisant, nous demandons à mi-chemin qu'il y ait quand même une évaluation, qu'on puisse savoir d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où nous allons. J'ai suivi par exemple ce matin le ministre du Budget qui a déclaré qu'il serait difficile de mobiliser les 1,8 milliard pour le cycle électoral. Mais tout ça, ce sont des éléments qu'il va falloir analyser. Et où est-ce qu'on peut analyser ces éléments-là? Il faut que le facilitateur qui a facilité, qui a joué la médiation pour que nous puissions arriver à ces conclusions, à cet accord de l'OUA, puisse quand même revenir pour évaluer. Mais ces facilitateurs n'avaient pas le mandat du Premier ministre. Il avait le mandat du chef de l'État. Vous vous êtes adressé au Premier ministre. Mais justement, mais parce que le Premier ministre lui-même est le fruit de cet accord de la Cité de l'OUA. Monsieur Sami Badi, monsieur Sami Badi Banga, son Excellence l'actuel Premier ministre, n'est pas un sociétaire de la majorité présidentielle qui est au pouvoir. Il est de l'opposition politique. Mais pourquoi il se retrouve à la primature? Justement parce que l'accord de la Cité de l'OUA a connu un début de mise en œuvre. C'est ça que nous disons. Donc nous pensons que lui mieux que quiconque qui incarne cet accord, par le simple fait de sa présence à la primature, doit comprendre ce que nous disons. Alors, on revient maintenant à l'accord lui-même. Vous n'estimez pas que, en oubliant l'accord du 31 décembre, on risque de repartir sur des psychoses qu'il y avait au sein de la population bien avant la signature du 31 décembre. La Senko, les évêques catholiques, se sont quand même réjouis de constater que la signature de cet accord a amené la paix au pays. Écoutez, la signature de l'accord, c'est une chose. Sa mise en application en est une autre. En a une autre. Et pour qu'il y ait la mise en application de cet accord, la Senko est supposée aller au bout de sa démarche. Et je vous dis qu'ils sont bloqués maintenant au niveau des arrangements particuliers. C'est le nom qu'eux ils donnent à l'étape où ils sont arrivés. Des arrangements particuliers. Mais entre-temps, nous disons que la République ne peut pas attendre parce que le temps qui passe ne revient pas. Nous devons avoir des élections. Alors que faisons-nous? Nous pensons qu'entre ce que nous souhaitons et ce que nous avons, nous devons plancher avec ce que nous avons. Et ce que nous avons de concret entre les mains, c'est l'accord de la Cité de l'OUA. Alors, est-ce qu'on ne peut pas comprendre, puisque vous parlez de l'évaluation, vous estimez d'ailleurs que la sortie médiatique du ministre d'État au budget vous donne une matière à inscrire lors de l'évaluation dont vous parlez, mais est-ce que vous ne trouvez pas que ce soit pour ce gouvernement, le gouvernement actuel, ou le prochain gouvernement, il peut y avoir le même problème d'argent, des financements des élections? Oui, mais ce problème-là... Malgré votre évaluation. Tout à fait, mais ce problème-là, en fait, il survient dans un processus. C'est pour ça qu'il est important de procéder à l'évaluation, pour que nous puissions déjà prendre au niveau de la structure qui a vu le jour à partir de l'accord de la Cité de l'OUA, que nous puissions anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Le ministre du Budget fait une sortie médiatique pour dire que
nous n'aurons pas la possibilité de mobiliser autant d'argent pour les élections. Mais il faut en tirer toutes les conséquences. Et où est-ce qu'on va en tirer toutes les conséquences? C'est pas à l'Interdiocésain. Mais il faut en tirer les conséquences pour que nous puissions anticiper, pour que nous puissions prendre les mesures d'encadrement, justement pour que nous ne soyons pas surpris au terme du processus de la mise en œuvre de l'accord de la Cité de l'OUA. Alors, que ferez-vous de tous ces partis politiques, l'UDPS, les partis membres du G7, le MNC et le Front pour le respect de la Constitution, qui ne se sont pas retrouvés dans l'accord du 18 octobre, mais qui se sont, eux, retrouvés dans celui du 31 décembre? Que ferez-vous de tous ces partis lorsqu'ils se verront déçus par le fait que vous allez ignorer pratiquement leurs documents? Que ferez-vous de cette population, ou bien de la base, les bases respectives de ces partis politiques? Que ferez-vous d'eux? Non, je pense que ce soit la base dont vous parlez, la population au nom de laquelle tout le monde aime parler, tout le monde aujourd'hui est, comment dire, à l'unisson derrière un objectif. Cet objectif n'est pas le partage de postes. Cet objectif, c'est l'organisation des élections. Et donc, nos propos ne visent pas à ne pas aller aux élections, mais au contraire d'aller très vite aux élections. Voilà pourquoi nous disons, référons-nous à l'accord de la Cité de l'OUA, qui avait un chronogramme clair, qui connaît déjà un début de mise en œuvre. Pendant ce temps, la chose publique est en train d'être gérée. Il y a des gens qui en tirent des dividendes, par exemple, et les gens préfèrent se retrouver tous dans la même équipe pour se refaire une santé financière. Vous savez, pour moi, la République n'est pas une source de dividendes. La République, travailler pour la République, c'est une responsabilité. Donc, effectivement, nous avons un exécutif qui a la lourde responsabilité de nous amener aux élections. Ce n'est pas facile. La responsabilité payante. Mais tout une travail, responsabilité payante, on travaille pour la nation et on est payé pour ça. Mais tout travail se paie. Je ne connais personne qui, alors, qui aimerait travailler. Il faut mobiliser les ressources pour arriver à la tenue des élections. Il y a une certaine opinion qui estime par exemple que la mobilisation, les efforts de mobilisation sont limités, qu'il faille peut-être élargir, parce qu'il fallait élargir le consensus, permettre à d'autres acteurs de venir apporter leurs efforts dans la mobilisation de ressources. Ben justement, cette question-là est réglée dans l'accord de la Cité de l'OUA en son article 24. Mais déjà que le gouvernement issu de cet accord se déclare, si on peut dire, on peut utiliser le terme, se déclare peut-être pas incompétent, mais incapable de pouvoir mobiliser 1,8 milliard de dollars. Bon, j'aimerais qu'on utilise les bons termes. Le ministre du budget a déclaré... Le pays est incapable. Le ministre engage un gouvernement dans son secteur. Il est le ministre du budget. C'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui a les données. Donc lorsqu'il parle dans ce domaine-là, je pense que nous ne pouvons que tenir compte de ce qu'il dit. Il dit qu'il sera difficile de mobiliser autant d'argent pour les élections. Pourquoi ? Certainement parce qu'il y a d'autres besoins à côté des élections. Alors, il va falloir prendre une décision. Devant les faits, il faudra prendre une décision. Et ça se fait au niveau du gouvernement. Il y a des partenaires étrangers qui estiment qu'ils sont prêts à voler la RDC à la rescousse par rapport au financement des élections, mais ils souhaitent la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre, l'accord que vous voulez voir tomber caduc. Les partenaires ont leurs souhaits et c'est tout à fait leur droit d'avoir des souhaits. Mais nous, ici, nous parlons en tant que patriotes congolais. C'est d'abord notre patrie, c'est notre pays à nous. Et nous voyons là où nous sommes en train d'aller. Les mêmes partenaires, ce sont les mêmes partenaires internationaux qui ont soutenu Edem Kodjo, qui l'ont appuyé. C'est les mêmes partenaires aujourd'hui qui voient bien que nous commençons à nous enfoncer dans un marécage qui ne dit pas son nom au niveau de l'Interdiocésain, mais qui continue à multiplier ce genre de déclarations qui, pour ma part, me semble incendiaire dans le contexte dans lequel nous sommes. Vous voulez voir quel accord s'appliquer aujourd'hui, puisque l'accord interdiocésain n'a pas encore abouti. Quel accord nous allons appliquer au niveau de l'interdiocésain? Nous sommes au niveau
des arrangements particuliers, pour utiliser les termes que les évêques utilisent. Et jusqu'à présent, nous attendons la suite. Mais en entendant cette suite-là, nous pensons que la République ne pouvant pas s'arrêter, la République devant continuer d'avancer vers les élections, nous avons entre les mains quelque chose de concret, qui est l'accord de la cité de l'OUA. Et l'accord du 31 décembre est appelé accord global et inclusif par les évêques. Bon, vous savez, il y a tellement de noms qui ont été donnés à ceux qui se passaient au niveau de l'interdiocésain. Accord global et inclusif, discussion directe, arrangement particulier. Monsieur Xavier, est-ce que votre démarche, le mémo que vous avez adressé au Premier ministre, n'est peut-être, vous l'ignorez, est-ce que votre démarche ne milite pas en faveur de la décohésion nationale? Parce que les gens semblent se réunir autour d'une même table à la Senco, il y a eu des signatures, il y a eu l'inclusivité qui était recherchée. Même vous souhaitez qu'on ignore ces documents. Est-ce que ce n'est pas pour diviser? Pas du tout. Je vous l'ai dit ici, ce qui se passe à l'interdiocésain n'avance plus et va avancer difficilement. Nous devons avoir le courage de regarder les choses en face. Et je ne cesse de le répéter, la République ne peut pas attendre. Nous devons aller aux élections. Et comme nous devons aller aux élections, nous prenons ce que nous avons, ce qui existe. À votre déjà. avis, qu'est-ce qui bloque ce qui se passe au centre interdiocésain? Parce que vous dites que ça n'avance plus. Mais je vous l'ai déjà dit et je le répète, c'est la guerre de leadership, la guerre de positionnement et ainsi de suite. Au niveau... Ce n'est pas ce que la Senco a dit. Mais entre ce que la Senco dit, je ne dis pas que la Senco ne dit pas la vérité. Je dis simplement que entre ce que la Senco dit et ce que tout nous le monde pouvons, sait qu'il y avait une suspension des travaux et ce que nous pouvons, à la suite du voyage des évêques en Suisse. Et ce que nous pouvons constater des déclarations et des uns et des autres membres et de l'UDPS et du Rassemblement. C'est un blocage selon vous? En tout cas, ce ne sont pas des propos qui peuvent favoriser l'avancement vers les élections, vers l'organisation rapide des élections. Alors, est-ce que vous estimez que tous les signataires, cette évaluation de l'accord du 18 octobre peut aussi réunir les signataires, j'allais dire, du document du 31 décembre? Mais tout à fait. Je vous ai dit que dans l'accord de la cité de l'OUA, l'article 24 de cet accord laissait la porte ouverte à tous les non-signataires de venir signer cet accord. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moindre mal. C'est la chose la plus facile à faire. Et c'est la chose qui nous permettra d'aller très vite aux élections. Si réellement les uns et les autres veulent aller aux élections. Alors, vous avez parlé également de la crise des légitimités, pouvoir, qui est née juste après la fin du mandat, la fin théorique du mandat du chef de l'État, la fin du mandat des députés nationaux, parce qu'on est dedans, presque les institutions deviennent illégitimes, théoriquement finies. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est avantageux actuellement de réunir tous les acteurs politiques autour d'un document pour amener le pays vers la paix? Parce que vous avez parlé des élections apaisées. Mais justement, pour régler très vite cette crise de légitimité, parce que plus elle va durer et plus ça va énerver, plus ça va durer et plus il y aura un risque d'embrasement, il faut aller très vite aux élections. Et très vite aux élections. Et le document qui nous permet de le faire pour le moment, ce n'est que l'accord de la cité de l'OUA. Très vite aux élections, même des élections non apaisées. Mais non, les élections apaisées, mais justement, c'est la raison pour laquelle nous disons, faisons une évaluation à mi-chemin de l'accord de la cité de l'OUA. Que ceux qui n'ont pas signé cet accord-là viennent signer cet accord-là pour que nous puissions aller aux élections. Ah d'accord, votre démarche, c'est pour ramener les non-signataires de cet accord à le signer enfin. Mais tout à fait. Parce que celui du 31 est parti dans la tombe de Tshisekedi. Non, en même temps, je pense que même la mission qui était assignée aux évêques par le chef de l'État était celle-là. Ramener les non-signataires de l'accord de la cité de l'OUA à venir signer cet accord. Monsieur Xavier, nous avons pratiquement terminé. Quels peuvent être les mots que vous adressez à tous ceux
qui se sont reconnus dans l'accord du 31 décembre. Ceux qui y avaient peur à la maison, ceux qui pensaient que ce serait la fin du monde, ceux qui pensaient à une situation apocalyptique le 19 décembre dernier, mais qui ont été quand même consolés, réconfortés après la signature du 31, mais que vous voulez voir tomber caduc. Non, il n'est pas juste de dire que je souhaite voir cet accord tomber caduc. Je constate que cet accord est obsolète. C'est un constat. Et le message que je peux adresser aux uns et aux autres, c'est qu'il n'y a rien de plus important que la République. Je pense que nous devons mettre la République au-dessus de nos ambitions politiques, au-dessus de nos intérêts personnels et égoïstes. Nous devons mettre la République. Et pour que cette République puisse se pérenniser, il faut que nous ayons un cycle électoral. Il faut que nous puissions organiser les élections. Et donc le sens de notre démarche, justement, est celui-là. Aller rapidement aux élections, parce que nous constatons que nous sommes en train de perdre un temps précieux dans les discussions directes, dans les arrangements particuliers, et ainsi de suite. Moi, je ne serais pas étonné de voir demain que la SENCO soit obligée de jouer une médiation ciblée au niveau de l'opposition. Et ça va encore nous faire perdre du temps. Or, la République ne peut pas attendre. Il y a une information, mais qui n'est pas encore officielle, que le rassemblement aurait acté pour le nom de Félix Tshisekedi à la primature. Ça vous décevrait comme information de voir qu'il y a eu cette solidarité ou bien cette entente au sein du rassemblement? Mais pas du tout. En fait, je constate simplement, encore une fois, qu'à ce niveau-là, le nom, ou bien les noms, parce que il me semble que la majorité présidentielle attendait au minimum 3 noms, à proposer pour ce poste-là. Et si l'opposition n'envoyait qu'un nom, celui de Félix Tshisekedi, eh ben je pense que de l'autre côté, vous allez avoir la majorité qui va attendre les 2 autres noms. Et donc ça va être encore un objet de blocage et de perte de temps. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes clairvoyants, nous situons en fait aux avant-postes. Nous avons une vision prospective. Nous disons, cessons de perdre du temps. Allons aux élections. Investissons-nous dans l'organisation des élections. Le Premier ministre en place aujourd'hui, issu de l'opposition, il est là depuis, je pense, 4 à 5 mois. Mais nous devons évaluer. Nous devons savoir depuis qu'il est là, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui ne s'est pas fait. Nous devons savoir où est-ce que nous en sommes. Nous devons savoir à quelle distance il nous reste encore à parcourir pour arriver à l'organisation effective des élections. Est-ce que c'est à vous d'évaluer ou c'est au conseil ou bien au comité des suivis? Parce que l'accord du 18 avait prévu aussi un comité des suivis. Mais justement, c'est l'objet même de notre mémo. Nous demandons quoi dans notre mémo? Nous demandons justement qu'il y ait maintenant une évaluation, un suivi de l'accord du 18 octobre. C'est ce que nous demandons maintenant. Qui est déjà en application. Mais qui connaît déjà un début de mise en œuvre, puisque le Premier ministre, M. Sami Badibanga, est de l'opposition, et issu de cet accord politique, de la cité de l'OUA. Merci, monsieur Xavier Patrick Malutama. Vous êtes chargé de la stratégie au sein du Club des Patriotes Congolais. Merci d'avoir été l'élite que nous avons reçu. Vous avez parlé du mémorandum adressé au Premier ministre Sami Badibanga pour évaluer l'accord du 18 octobre. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci. Dames et messieurs, nous vous disons également merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission Face à l'élite. Nous allons vous retrouver prochainement. Vous êtes élite, vous avez des idées, venez, on va vous donner la parole. Au revoir. Merci. C'est moi qui vous remercie.